Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre encore une fois, on va parler des clés et des portes qu'on a pu apercevoir au fil des épisodes précédents. On va avoir pas mal de choses à faire, donc ne perdons pas de temps. Je suis dans le projet habituel, vous allez pouvoir commencer directement dans la fenêtre Project par vous rendre dans Scene et ouvrir le Level 2. Parce que c'est dans ce niveau 2 qu'on retrouve notamment notre clé, comme vous le voyez ici, et notre porte. On va partir du principe que dans notre jeu, notre personnage a ou n'a pas une clé, ce qui veut dire qu'on ne peut en porter qu'une seule à la fois. On va donc, pour stocker cette information, utiliser une variable booléenne sur le joueur qui dira si oui ou non nous avons la clé. On va commencer par créer cette variable, donc dans la hiérarchie on peut sélectionner Player, notre joueur, et sur la droite, dans l'inspecteur, on peut descendre un petit peu jusqu'au component variable, et on va en ajouter une nouvelle, qu'on va appeler asKey, donc à la clé. On clique sur le plus, et ce sera de type boolean. Par défaut, on peut laisser décocher, on va considérer que lorsque le personnage arrive sur un nouveau niveau, eh bien il n'a pas la clé. On va en profiter tout de suite pour remonter dans l'inspecteur, et faire un override apply all. De cette manière, la variable sera présente dans toutes les scènes sur toutes nos instances du joueur. Évidemment, maintenant qu'on a cette variable, on a envie de changer sa valeur au moment où le joueur récupère la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter la collision, comme on l'a déjà fait pour d'autres objets, entre le joueur et la clé. S'il y a une collision, on va faire disparaître le visuel de clé de la scène, on va passer la variable asKey sur true, et également il faudra qu'on affiche dans le HUD de notre joueur le fait qu'il a la clé. Mais ça on le verra en dernier, donc commençons par s'occuper de la détection de la collision entre la clé et le joueur. Pour ça, dans la hiérarchie, on va aller dans Level et on va chercher Key, notre clé. Sur cet objet, dans l'inspecteur, on va ajouter un nouveau component qui est une flow machine, parce qu'on a envie d'exécuter de la logique sur cette clé. On peut cliquer sur New au niveau de la macro, et on va aller enregistrer cet élément dans macro, et on peut l'appeler Key. Enregistrer. Également, cette clé, on pourra la réutiliser dans d'autres scènes, dans d'autres niveaux, donc tout en haut, à droite, dans l'inspecteur, encore une fois, Override, Apply All. On va maintenant s'occuper du graphe de cette clé, qui encore une fois va ressembler un petit peu à celui d'Epic ou celui du drapeau qui permet de passer au niveau suivant. Donc on va détecter une collision et selon le résultat, on va effectuer certaines actions. Donc les éléments Start Update qu'on a ici, on peut les supprimer, on n'en aura pas besoin. On va se rendre dans le dossier Super Units et on va faire un glisser-déposer de OnCollisionWith. Parce qu'on veut détecter la collision entre Player, qu'on va indiquer ici, et l'objet qui possède ce graphe, donc la clé. On va glisser Target vers une nouvelle node, setObjectVariable. On va modifier une variable, et cette variable, ça va être asKey qu'on vient d'ajouter. Vous voyez que par défaut, on ne va pas nous proposer la variable asKey dans cette sélection. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que d'après cette node, on va chercher les variables de self. Et self, actuellement, c'est l'objet sur lequel on est, c'est donc notre clé. Et ce n'est pas notre clé qui possède cette variable asKey, mais bien le joueur. Il faut donc qu'on précise dans cet input GameObject que c'est bien sur le joueur qu'il faut aller chercher cette information, et le joueur, on va pouvoir le renseigner via l'output object de notre node OnCollisionWith. Donc on va connecter ces deux éléments ensemble. Cette fois-ci, on va bien aller récupérer les variables de l'objet qu'on a récupéré, mais comme vous le voyez ici, on ne propose toujours rien dans le drop-down. La deuxième raison à ça, c'est que Bolt a beau être intelligent, il n'a pas tout à fait compris que c'est forcément le joueur qu'on va récupérer à ce niveau-là. Parce que la node setVariable, elle a bien compris qu'elle était connectée à OnCollisionWith, mais on l'a vu, OnCollisionWith peut renvoyer d'autres objets que le joueur, et donc potentiellement un objet qui n'a pas la variable asKey. Du coup ça, Bolt ne le sait pas, ce qui veut dire qu'ici, on va devoir préciser à la main asKey. C'est à nous de remplir ce champ avec le bon orthographe de la bonne variable.
Donc faites bien attention à pas faire de faute ici. En termes de logique, nous on est sûr à 100% que c'est le joueur qui va arriver dans cette node, parce que on a la sortie target qui est connectée. Et cette sortie, elle n'est lue que si c'est le joueur. Auquel cas on va passer l'objet, et ensuite on pourra récupérer la variable sur cet objet. Donc ça c'est une petite particularité de Bolt, c'est que ça a beau être un système particulièrement intelligent, il ne peut pas interpréter toute votre logique non plus. Il faut que vous ayez un système logique tout simplement. Donc voilà pourquoi on n'a pas la proposition ASCII. Cette variable ASCII, on va lui passer une valeur qu'on va définir via cet input qu'on a en bas, et la valeur ce sera une booléenne littérale, qu'on va mettre à true. Parce que lors d'une collision entre le joueur et la clé, on a envie que la variable ASCII passe à true, qu'elle s'active. Une fois qu'on a récupéré la clé, eh bien il nous reste une dernière chose à faire, c'est de supprimer le visuel qu'on a dans la scène. On veut supprimer le visuel de la clé. Logiquement, une fois que le joueur l'a récupérée, qu'il l'a mise dans sa poche, on ne devrait plus la voir dans la scène. Et pour faire ça, on va simplement détruire cet objet. Pour faire ça, une fois que la variable ASCII a été définie, dans le flow, on va aller appeler une node qui s'appelle destroy, et c'est bien GameObjectDestroy qu'on veut, avec juste un paramètre obj pour définir quel objet va être détruit. Et justement, l'objet à détruire, on va le renseigner ici, et pour ça, on va utiliser une node qui s'appelle self, avec les 4 flèches. Bolt vous l'indique au bas de la fenêtre, il y a marqué, ça retourne le GameObject actuel, donc c'est l'objet qui possède ce graphe, donc la clé. Et avec tout ça, on devrait déjà pouvoir observer le résultat attendu. Donc la variable ASCII qui passe à true et la clé qui disparaît de la scène. Pour essayer ça, on va appuyer sur play, tout simplement, on va tester. Vous pouvez sélectionner votre joueur dans la hiérarchie, ce sera plus simple pour vérifier, et on va descendre au niveau des variables. Et on voit bien ici que ASCII est à false de base. Et lorsque je vais aller récupérer la clé, donc lorsque je vais rentrer en contact avec la clé, on a bien ASCII qui est passé à true, on a bien récupéré la clé, et vous voyez que dans la scène, cette clé, on ne la voit plus. Elle a bien disparu, donc le joueur a, entre guillemets, bien mis la clé dans sa poche. Cette information de l'inventaire, entre guillemets, du personnage, on l'a pas encore, parce que vous voyez que en haut, on avait vu lorsqu'on a ajouté le HUD, qu'on avait une petite icône qu'il faut modifier lorsqu'on récupère la clé, mais actuellement ce n'est pas encore le cas. Donc ça c'est quelque chose dont on va s'occuper tout à l'heure, mais juste avant on va s'occuper déjà, une fois qu'on a la clé, de pouvoir ouvrir cette fameuse porte qui nous bloque. On peut donc arrêter le mode play, et on va se rendre dans la hiérarchie sur door, donc sur notre porte. Sur la droite, dans l'inspecteur, on va ajouter un component, une flow machine encore une fois. On va créer une nouvelle macro, donc on clique sur New, on va aller dans le dossier macro, et on va créer un fichier qui s'appelle door. Enregistrer. On va dans l'inspecteur comme d'habitude aller tout en haut, faire un override, apply all, de cette manière on pourra ajouter d'autres portes plus tard, et on va tout de suite s'occuper du graphe qui encore une fois va être particulièrement simple. Les méthodes start et update, on peut les supprimer, on n'en a toujours pas besoin. Et comment est-ce qu'on va fonctionner du coup pour l'ouverture de cette porte? Eh bien ça va être tout simple, encore une fois on va détecter la collision entre le joueur et la porte, ce qui veut dire que le joueur est juste devant. On vérifiera si notre joueur a la clé. Si effectivement il a cette clé, on va modifier le visuel de la porte pour mettre un visuel un petit peu plus explicite pour dire qu'elle est ouverte et qu'on peut donc la traverser. Et si jamais le joueur n'a pas la clé, eh bien on affichera un message dans la console. Console qu'on n'a pas encore utilisée, mais que vous verrez dans un petit instant. Donc allons-y, on va attaquer ce graphe. Comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, ça va être de détecter une collision entre le joueur et l'objet actuel, donc la porte. On va donc glisser notre super unit on collision with. Le joueur avec lequel on veut vérifier la collision, c'est bien player. On va faire un clic droit, add unit, et on va récupérer la variable, alors getObjectVariable, et on va récupérer notre variable ASCII. Encore une fois, vu que onCollisionWith, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sait pas que c'est forcément le joueur, il faut qu'on précise encore une fois à la main que c'est bien la variable ASCII qu'on va aller récupérer. Et on va aller la récupérer sur l'objet avec lequel il y a eu la collision, donc le joueur. On va ensuite encore une fois faire un clic droit, add unit, et on va ajouter une branche. Cette branche, on va la connecter aux deux nodes précédentes. Tout d'abord, la valeur qu'on va passer à la branche, c'est ASCII. Donc ça sera une valeur true ou false selon qu'on ait la clé ou non.
Pour que la node branche soit bien lue et exécutée, il faut la connecter au flow, et c'est ce qu'on va faire via target, parce que c'est que si le joueur entre en contact avec la porte qu'on va faire toute cette vérification avec la clé. À ce niveau-là du graphe, on a deux cas de figure. True, on a la clé, il faut donc qu'on modifie le visuel de la porte, et false, on n'a pas la clé, donc on va afficher un message. On va commencer par traiter le cas où on a la clé, donc true, on va connecter ça à une node box collider 2D set enabled. Cet élément il va nous permettre de désactiver la boîte de collision de la porte. Il va faire en sorte qu'on puisse en fait la traverser. Parce qu'effectivement, si vous allez à droite dans l'inspecteur, vous pouvez voir qu'on a bien un élément box collider 2D, et c'est ce qu'il y a autour de la porte. C'est la boîte de collision qui nous empêche de la traverser. Dans notre cas, on veut la désactiver, donc on va juste mettre cette node, on va pas cocher la case. Et on va faire une dernière chose, comme je vous le disais, parce que c'est bien de désactiver la boîte de collision pour qu'on puisse traverser la porte, mais on va également changer le visuel de cette porte afin d'avoir quelque chose de plus représentatif qu'une porte fermée. Donc on va mettre en fait une porte ouverte. Pour ça, on va connecter le flow de cette node à une node sprite renderer set sprite. On choisit la bonne. Dans l'objet, ça sera toujours self, parce que c'est bien sur cette porte qu'on veut modifier le visuel. Et ensuite, il va falloir qu'on précise ici quel est le nouveau visuel de la porte, donc une fois qu'elle sera ouverte. Pour renseigner ça, on va cliquer sur le petit point qu'on a à droite, et Unity va nous ouvrir un explorateur avec plein de fichiers et plein de visuels. Tous ces fichiers, tous ces visuels, ils sont dans notre projet, et il y en a certains qu'on reverra un petit peu plus tard dans la série. Dans notre cas, on veut sélectionner l'élément door open, vous voyez que chez moi il est ici, mais vous avez une barre de recherche tout en haut, donc si vous tapez door open, vous devriez trouver comme moi ce visuel. Et vous voyez sur la preview qu'on a en fait exactement le même visuel, il manque juste la partie en bois qu'on a au milieu. Vous pouvez donc sélectionner door open, et éventuellement on peut déjà appuyer sur play et tester ce système. Avec mon personnage, je vais m'approcher de la porte et je vais la coller. Vous voyez qu'ici, là, la porte ne s'ouvre pas. Et d'ailleurs, dans le graphe, on a même le mode debug qui nous affiche l'information. On voit qu'il y a bien une collision qui est détectée avec player, donc on va récupérer la variable ASCII, mais ici on nous indique que le résultat c'est false. Donc on n'a pas la clé sur nous, effectivement. Sauf que la clé elle est dans la scène, donc je vais aller la récupérer. Ça y est, j'ai récupéré la clé, et maintenant si je m'approche de la porte, vous voyez qu'elle s'est automatiquement ouverte lorsque je suis entré en collision avec. Donc c'est bien le résultat qu'on attendait. On ne peut ouvrir la porte que lorsqu'on a la clé. On peut arrêter le mode play, c'est parfait. On va juste ajouter une action lorsque c'est false au niveau de la branche, donc lorsqu'on n'a pas la clé. Et ça va me permettre justement de vous présenter la console dont je ne vous ai pas encore parlé et qui est une fenêtre extrêmement importante lorsque vous travaillez avec Unity. Et ça me permet également de vous présenter une nouvelle node qui s'appelle debuglog. Les debugs, c'est pour afficher des messages justement, ça permet de débugger littéralement et simplement d'avancer dans le développement du jeu. On peut choisir le plus simple avec juste message entre parenthèses, et il faut qu'on indique quel sera ce message. Vous allez comprendre ça dans un instant, on va donc connecter ça à une string littérale. Et ici on peut juste marquer missing key, donc la clé est manquante. À savoir que c'est du debug, donc vous pouvez écrire ça en français si vous le souhaitez. Le joueur de toute façon ne le verra pas, c'est uniquement pour le développement qu'on va se servir de cette partie. On va juste aller retester pour que je puisse vous présenter ça justement. Et je ne vais pas récupérer la clé, je vais directement entrer en contact avec la porte. Et vous voyez que en bas à gauche, peut-être que vous l'avez déplacé chez vous, on a une fenêtre qui s'appelle la console et qui va nous permettre d'afficher plein de messages différents. Et là vous voyez notamment qu'on a l'information missing key. Donc ce que j'ai fait, c'est que lors d'une certaine situation, c'est lorsque je rentre en contact avec la porte, mais que je n'ai pas la clé, eh bien je vais afficher un message missing key. Donc la console très important, les nodes debug très importantes également, ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre où sont les éventuelles erreurs dans votre logique et dans votre programme. D'ailleurs, j'en profite parce que je pense que je ne suis pas le seul, vous avez sûrement vu cet avertissement qui vous dit que les préférences Unity sont configurées pour recharger les scripts durant le play mode et que ça crée des instabilités avec le Bolt plugin.
Alors je m'en suis jamais vraiment occupé parce que Bolt Plugins en soi, nous on n'utilise pas de plugins supplémentaires à Bolt, mais juste pour éviter d'être spammé encore et encore, on va s'occuper de ça. Donc si effectivement vous avez cet avertissement, si vous ne l'avez pas, vous pouvez ignorer la suite. On va arrêter le mode play, on va se rendre dans Edit, Préférences, Général, et vous avez un Script Changes While Playing, Recompile and Continue Playing, ça vous pouvez le modifier en Recompile After Finished Playing. Donc si jamais on fait des modifications dans notre logique au moment où on est en train de jouer, en train de tester dans l'onglet Game, eh bien la logique ne va pas se modifier immédiatement, elle se fera une fois qu'on arrêtera le mode play. Comme je l'ai dit, pour notre cas à nous, c'est pas très important, mais effectivement, c'est une bonne habitude, si vous utilisez beaucoup Bolt avec beaucoup de plugins, d'être sûr de ne pas avoir d'incompatibilité. Donc voilà, une fois que c'est fait, on clique sur le bouton Clear, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'effacer la console, et on est bon pour cette fonctionnalité de porte. On va s'occuper d'une dernière chose, c'est la modification dans le HUD, comme je vous le disais tout à l'heure, pour afficher qu'on a bien la clé. Si j'appuie sur Play, et cette icône, on veut la modifier pour indiquer qu'on a effectivement une clé dans l'inventaire du joueur. Donc on va s'occuper de ça, on peut arrêter le mode play, et c'est quelque chose qu'on va traiter directement dans la scène de HUD. Donc tout en bas à gauche, dans Scene, vous pouvez vous rendre dans HUD. Unity vous a peut-être demandé de sauvegarder la scène précédente, alors chez moi je l'ai fait par habitude manuellement avec le raccourci clavier CTRL S, mais si jamais Unity vous demande de sauvegarder la scène, pensez bien à faire oui, pensez bien à sauvegarder votre scène. Une fois qu'on est dans la scène de HUD, on va aller dans la hiérarchie, on va ouvrir l'objet HUD, on va ouvrir Row, donc ça c'est la rangée qu'on a ici avec tous les éléments, donc vous voyez cœur 1, cœur 2, cœur 3, et nous c'est Key qui va notamment nous intéresser. Sur cet objet, on va aller tout en bas, Add Component, on va ajouter encore une fois une flow machine, on veut qu'il y ait une logique sur cette icône, mais la source, cette fois-ci, on va pas la mettre en macro, on va la mettre en embed. Alors, quelle est la différence entre une macro et une embed? Eh bien, la particularité des flow machines qui sont en mode embed, eh bien on va également pouvoir définir un flow graph, mais on n'a pas besoin de sauvegarder ce graphe, de sauvegarder cette macro dans notre dossier project parce qu'on est sûr à 100% de ne jamais la réutiliser. Ce graphe, cette logique ne sera utilisée que sur la clé et que dans cette scène HUD. Donc ça ne sert à rien de blinder notre projet avec des macros qu'on ne réutilisera potentiellement pas. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur les flow machines de type embed, enfin source embed plutôt comme on appelle ça, eh bien vous avez la doc de Bolt qui va vous donner un petit peu plus d'informations que moi, mais de manière générale, si on veut créer une logique non réutilisable, vraiment pour un seul objet, ce qui est le cas ici, eh bien on va directement la faire sans avoir à forcément la sauvegarder dans le dossier project. On va commencer par faire quelque chose de plutôt logique, surtout pour éviter de perdre le joueur. On a certaines scènes, notamment notre toute première scène, notre tout premier niveau, où il n'y a pas de clé. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à afficher cette icône de clé vide, parce que le joueur en le voyant va se dire « Ah, je peux récupérer des clés, mais j'en ai pas trouvé dans ce niveau, c'est quand même bizarre ». De manière générale, on va éviter de surcharger le HUD, on va éviter d'afficher des informations qui ne servent à rien au joueur. Donc on va cacher cette icône s'il n'y a pas de clé dans la scène dans laquelle on se trouve, dans notre niveau. Donc la node update on peut la supprimer, mais on va garder la node start au démarrage de la scène, au démarrage du niveau, on va effectuer une vérification. Tout d'abord on va faire un clic droit, on va ajouter une nouvelle unit qui va être GameObject find with tag. Et on va prendre celui-là avec un argument tag à renseigner. Ce tag, ça va être key. Comme le joueur, notre clé possède un tag key. On peut voir ça immédiatement sur la gauche dans Prefab. Vous pouvez sélectionner key. Et dans l'inspecteur tout en haut, on peut voir effectivement qu'on a le tag key. Donc ça va nous permettre de récupérer les objets dans la scène qui ont ce tag, ou plutôt essayer d'en chercher un. Et si jamais on ne trouve pas d'objet avec ce tag, ça veut dire qu'il n'y a pas de clé dans la scène, et donc on va pas afficher l'icône dans le HUD. Donc on peut revenir sur la gauche dans la hiérarchie sur Key, on va continuer notre graphe, on va connecter la node Start à une node Null Check, Null avec 2 L,
Ça va nous permettre de vérifier effectivement si on a récupéré un objet ou non. Pour ça, on va passer justement le potentiel objet récupéré. À ce niveau-là, note nulle, ça veut dire qu'on a trouvé une clé, auquel cas on veut rien faire, parce que de base, cette icône on l'affiche déjà. Mais si jamais on récupère nul, et donc il n'y a pas de clé dans la scène, on va faire un GameObject setActive. On va prendre cette node, et on va la laisser telle quelle. On va pas cocher la valeur, et ce que va faire cette node, c'est littéralement désactiver cet élément, c'est cet objet key qu'on a dans la hiérarchie. D'ailleurs, on peut le simuler dans l'inspecteur. Si je décoche cette petite case, voilà ce que ça va donner. Vous voyez que la clé a disparu et le power-up s'est décalé sur la gauche, il a pris sa place. Donc voilà en gros ce qu'on va faire s'il y a ou non une clé. Et ensuite, alors ça c'est notre première partie de logique, on peut éventuellement créer un groupe juste autour, qu'on va appeler hide key icon if no key in scene. C'est un petit peu long mais au moins on sait à quoi ça correspond. Donc cacher l'icône de clé s'il n'y a pas de clé dans la scène. Et on va faire un deuxième bout de logique un petit peu en dessous. Alors on va réajouter une unit update que j'avais supprimée au début, au final on va en avoir besoin. Et ce qu'on va faire, donc update va vérifier en permanence si on récupère une clé, eh bien cette icône, on va le modifier par un icône qui est plus parlant, qui indique justement qu'on a une clé dans l'inventaire. A savoir que toute cette partie qu'on va ajouter connectée à update ne se liera que si effectivement il y a une clé dans la scène. Parce que s'il n'y a pas de clé, on désactive l'objet, et le fait de désactiver l'objet va aussi désactiver la lecture de la logique. Donc allons-y, on va connecter la node update à la fin, on va d'abord préparer notre logique et on connectera le flow tout à l'heure. On va commencer par faire un clic droit, on va ajouter une unit, GameObject, find with tag, comme on vient de le faire. Cette fois-ci c'est player qu'on va récupérer, donc on va aller récupérer en permanence notre joueur. On va ajouter une autre node, parce que sur ce joueur, on veut vérifier effectivement la valeur de la variable ASCII. On veut vérifier en permanence si on a récupéré une clé. Pour ça, on va faire getObjectVariable. On va connecter l'objet à celui qui était récupéré par le GameObject findWithTag. Encore une fois, je vous le disais, ASCII Bolt ne peut pas savoir que cette variable existe forcément sur l'objet qu'on va récupérer. Donc on va l'indiquer à la main. On va connecter cette node à une node select. Attention par contre, la connexion qu'on a ici, on va l'enlever, donc on met la souris dessus, clic droit. Nous on veut juste passer le résultat de getVariable au select. Donc on veut savoir concrètement si on a récupéré une valeur true ou false. Si jamais on récupère effectivement true, eh bien on va passer un élément de type sprite, ça va être un sprite littéral, donc un visuel, qu'on va renseigner, on va cliquer sur le petit point ici, et normalement vous devriez trouver dans la liste HUD_key_full, qui signifie qu'on a effectivement une clé dans l'inventaire. Et si jamais on n'a pas de clé au moment de cette vérification, donc on a récupéré false, eh bien on va faire pareil, on va passer un sprite littéral, mais qui cette fois-ci sera la clé vide, donc le HUD_key_empty, qu'on peut sélectionner. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on sait si on a oui ou non la clé, et selon cette valeur, on sait quel visuel on veut afficher, la clé complète ou la clé vide. Et donc, avec ce qu'on a récupéré grâce au select, eh bien, on va appeler une node image, setSprites. Encore une fois, il y a une petite erreur au niveau de la connexion, donc on peut la retirer. Nous, c'est le résultat de select qu'on veut passer à image setSprite. Et c'est bien sûr l'objet actuel, donc là on va laisser self, et il ne nous reste plus qu'à connecter tout ça à la logique. Et donc vérifier en permanence si on a la clé, et selon le résultat donc mettre à jour le visuel. Et on va ensuite se rendre dans la scène level 2, on va pouvoir aller vérifier ça tout de suite. Alors non, on va commencer par level 1, et on va appuyer sur play. Normalement on ne devrait même pas avoir l'icône de clé en haut à gauche, et effectivement c'est le cas ici. On a juste l'icône de power up qu'on n'a pas encore traité.
Et si notre personnage passe à la scène suivante, donc il atteint son objectif, on peut voir que cette fois-ci, on a bien l'icône de clé vide qui apparaît. Donc parfait, effectivement il y a bien une clé dans cette scène. Et si je récupère cette clé, on peut voir que notre HUD s'est bien mis à jour. Et on a donc bien l'icône qui indique qu'on a une clé en notre possession, qu'on va ensuite pouvoir aller utiliser sur la porte. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'une fois qu'on a ouvert la porte, la clé est toujours en notre possession. Et si on ouvre Level 2, Player, on peut voir dans les variables qu'on a toujours une clé. Donc là, ça va être à vous de décider ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Est-ce que vous considérez qu'une fois que le joueur a ouvert une porte, il peut réutiliser la clé pour les autres portes du niveau, ce qui du coup perd un petit peu un intérêt pour les autres portes, ou est-ce que vous voulez en quelque sorte détruire la clé, et donc faire en sorte que le joueur perde la clé au moment où il va entrer en contact avec une porte? Personnellement, et pour nous donner le maximum de possibilités au niveau de ce système, je considère que c'est mieux de détruire la clé au moment où on va ouvrir la porte. Je vais donc vous montrer comment faire ça, mais juste avant d'implanter ça, on va juste un petit peu rediscuter du graphe qu'on a sur le HUD. Vous pouvez donc revenir dans la scène HUD, on va ouvrir HUD et on va sélectionner dans Row notre clé. Alors si vous ne connaissez pas trop Unity, ça va pas tellement vous parler, mais je préfère quand même en parler dans cet épisode parce que c'est quand même quelque chose d'important, surtout pour ceux qui décideront d'aller un petit peu plus loin avec le logiciel, que ce soit avec Bolt ou avec de la programmation en C#. Il y a, malgré toutes les précautions qu'on a prises, un petit problème de performance avec ce graphe. Alors, vu que notre jeu est très léger, en réalité on va pas vraiment le voir. Mais c'est surtout si vous décidez de continuer à développer ce jeu, d'ajouter plein de fonctionnalités, à un moment vous avez potentiellement un risque de performance et de ralentissement en fait sur votre jeu. La raison à ça, c'est cette node findWithTag. C'est une node, un bout de logique qui est connu pour prendre, entre guillemets, beaucoup de performance. Surtout que chez nous, en fait, on va lire cette node au moment de update, ça veut dire en permanence, on va aller chercher un objet qui s'appelle player. Alors que techniquement, une fois qu'on a récupéré player une première fois, on ne devrait pas avoir à tout le temps aller le récupérer. Donc comme je le disais encore une fois, ça serait une optimisation un petit peu prématurée de s'occuper de ça parce que on est vraiment au début du développement du jeu, et ce ralentissement, ce potentiel ralentissement plutôt, on ne devrait même pas le sentir vu la taille de notre projet. Mais voilà, par précaution, je vous en parle quand même, et on va s'occuper de légèrement modifier la logique pour avoir quelque chose optimisé au maximum. Plutôt que d'aller récupérer en permanence notre objet, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir en fait le récupérer juste une fois, le stocker quelque part, et ensuite récupérer ce qu'on a stocké, plutôt que de faire l'action de chercher l'objet à chaque fois. Et cette logique, c'est ce qu'on appelle le singleton pattern. Encore une fois, si vous connaissez Unity et un petit peu ma chaîne, vous en avez déjà entendu parler. Si vous débutez, vous n'en avez jamais entendu parler, mais n'ayez crainte, c'est pas quelque chose de particulièrement compliqué. Pour mettre en place ce singleton sur notre joueur, on va aller dans notre level 1, donc on peut l'ouvrir, on va aller sur player, dans la hiérarchie, et on va ajouter dans le graphe du joueur un petit morceau de logique. Ce petit morceau de logique, on va l'ajouter en haut, au niveau de la node start qu'on avait gardée. Et ça va être extrêmement simple parce qu'on va connecter cette node start à une node setApplicationVariable. On va sauvegarder une variable au niveau de l'application, donc elle pourra être récupérée via n'importe quel graphe. On va la nommer player, cette variable, et l'objet qu'on va passer, ou plutôt la valeur qu'on va sauvegarder dans cette variable, c'est littéralement notre objet, notre joueur, qu'on va passer via cet input ici, et on va connecter une node self, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour mettre en place notre singleton, et pouvoir stocker notre joueur afin de le récupérer n'importe quand et sans avoir à faire la recherche. Donc là on va maintenir contrôle, on va juste créer un groupe, c'est important, et on va l'appeler singleton. Donc un singleton, c'est quelque chose qui n'existe qu'une seule fois, c'est un objet unique dans toutes nos scènes, dans notre projet. Et c'est le cas ici, le joueur il n'existe qu'une seule fois, on n'aura jamais deux joueurs dans une scène dans un même niveau. Une fois que c'est fait, ce singleton il est défini, on va pouvoir se rendre dans la scène HUD, on va y retourner. Encore une fois HUD, row, on va aller sur la clé,
Et ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est qu'on va supprimer la node GameObjectFindWithTag. Donc au lieu de faire une recherche de l'objet player à chaque fois, on va ajouter une unit, getApplicationVariable. On va indiquer dans le nom ici player. Et cette variable qu'on va récupérer, c'est un objet, hein, c'est littéralement notre joueur, c'est celui qu'on va connecter ici dans l'input GameObject, sur lequel on va aller récupérer ASCII. Juste pour bien vérifier que cette optime a quand même servi à quelque chose, mais surtout qu'elle fonctionne, on va aller tester tout ça de nouveau. Donc on peut retourner dans level 1, on va appuyer sur play. Logiquement, lorsque cette scène va s'exécuter, on va avoir la variable d'application player qui va se créer, donc tout en bas à droite, dans Blackboard, dans App, on récupère effectivement, vous voyez, un élément qui s'appelle player de type GameObject, et la valeur c'est bien player. Ce qui veut dire que ça devrait fonctionner. Je vais passer à la scène suivante. Je vais aller récupérer ma clé. Vous voyez, au moment du contact avec la porte, il ne se passe rien. Si je récupère la clé, j'ai bien le visuel qui se met à jour. Et si j'entre en contact avec la porte s'ouvre. Donc notre système fonctionne toujours, mais cette fois-ci, il est un petit peu plus optimisé. On va traiter la dernière étape dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de détruire la clé au moment où on ouvre la porte. On va se rendre dans notre scène level 2, on va sélectionner la porte dans la hiérarchie, donc level, puis door, et au niveau de notre flow graph ici, on va connecter une node à notre sprite renderer ici, à son flow plus précisément. On va écrire set object variable. La variable qu'on va vouloir modifier c'est ASCII. La valeur qu'on va vouloir passer à ASCII, ce sera une boolean, qui sera false, parce qu'on veut désactiver le fait d'avoir une clé. Donc on va connecter cet input à une boolean littérale, qu'on va laisser décocher, pour que ce soit false. Et il faut qu'on précise sur quel objet se trouve cette variable ASCII. Et l'avantage maintenant, c'est que vu qu'on utilise un singleton, on va pouvoir le réutiliser très facilement dans nos graphes et donc récupérer le joueur à n'importe quel moment, et donc n'importe quelle variable se trouvant sur le joueur. Pour faire ça, on va faire un clic droit, add unit, et on va ajouter get application variable. Cette variable ce sera player, il faut qu'on indique le nom. La raison pour laquelle il faut qu'on précise le nom, c'est que vous le voyez à droite dans Blackboard, dans App, on n'a pas player qui est sauvegardé. Simplement parce que cette variable, player, elle est créée au début du jeu, au lancement du jeu, mais elle n'est pas sauvegardée d'une session à une autre. C'est pas comme une saved variable qu'on avait vu un petit peu plus tôt avec les niveaux à débloquer. Donc voilà pourquoi il faut qu'on précise en fait à la main, parce que Bolt est incapable de récupérer player tout seul. Et le résultat de cette variable qu'on a récupérée, ça va être notre objet qu'on va passer ici à self. L'avantage, c'est que normalement, tout ça, ça devrait fonctionner avec le système de HUD qu'on a vu tout à l'heure, donc on va sauvegarder. On peut appuyer sur play directement ici. Ce qui veut dire qu'en théorie, lorsqu'on va récupérer la clé, on va bien mettre à jour le HUD, et lorsqu'on va ouvrir la porte, on va remettre à jour le HUD. Et la clé, vous avez vu qu'elle a disparu. Ce qui fait que si maintenant il y avait une autre porte, eh bien je ne pourrais pas l'ouvrir, parce que je n'ai plus la clé. Il faudra d'abord que je récupère une autre clé quelque part pour l'ouvrir. Donc c'est parfait, on a atteint l'objectif du jour. On va juste terminer par ajouter l'un ou l'autre groupe dans ce nouveau graphe qu'on a sur la porte, histoire de rendre ça un peu plus clair. Sur ces deux nodes qu'on a ici, on va créer un groupe, donc CTRL plus clic gauche pour rappel. On va marquer if player has key, donc si le joueur a la clé. Et ici, on va créer un groupe sur les deux nodes en bas, if player do not has key. Et pour terminer éventuellement ce petit groupe qu'on a ici, on va pouvoir également ajouter un groupe visuel en indiquant reset ASCII on door opened. Ou destroy key ou quelque chose comme ça, encore une fois. C'est des groupes visuels, donc vous pouvez les appeler comme vous voulez. Le but c'est simplement que vous arriviez à vous y retrouver. Et on a fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, comme vous l'avez vu.
On est vraiment sur de la logique assez simple pour ce système de clés et de portes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, que vous appréciez mon travail en général, que vous avez l'envie et les moyens de le faire, vous pouvez faire un don sur les plateformes Utip ou Tipeee, vous avez les liens en description. C'est grâce à ces dons que tous ces tutoriels de qualité, sans vouloir me jeter de fleurs quand même, sont disponibles gratuitement sur YouTube, et je remercie donc chaleureusement tous les tipeurs du mois dernier qui ont participé financièrement à la création de ces vidéos, avec un remerciement tout particulier à David et Spyprog. Au prochain épisode, on attaquera de nouveau un gros morceau en parlant des points de vie et des dégâts que prendra notre personnage à certains moments du jeu. J'ai très hâte de vous proposer tout ça, d'ici là portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, salut.